Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au Club suisse de la presse. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en ligne dans l'espace Zoom du Club suisse de la presse. Alors, les frontières et les peuples ne font souvent pas bon ménage. L'histoire de l'Arménie, l'histoire du peuple arménien et l'histoire de la diaspora arménienne sont des histoires complexes, des histoires douloureuses, des plaies, parfois et pour certains encore ouvertes. Des décisions internationales prises il y a un siècle, des traités signés il y a 100 ans sont encore parfois source de discussions, de discordes, de conflits. Créés il y a 20 ans au nom du droit à l'autodétermination des peuples, le Club suisse de la presse est heureux de lui donner la possibilité de s'exprimer. La liberté d'expression, la liberté d'opinion fait partie de nos missions et fondements au Club suisse de la presse. Je suis à ce titre tout particulièrement heureuse d'accueillir Lydia Margossian au titre de présidente de la République d'Arménie occidentale. Bienvenue madame. Et monsieur Armenag Aprahamian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Monsieur Aprahamian, à qui j'ai le plaisir de passer de suite la parole pour la suite de cet événement. Bonne suite de journée madame, monsieur. Oui, tout à fait. Donc, bien entendu, merci Madame Falconier. On reviendra sur les remerciements. Je vais vous demander qu'on puisse ensemble chanter l'hymne national de l'Arménie occidentale. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On chantera ensemble 2 couplets, très simples. Donc, ces couplets, vous les avez dans les brochures et dans les dossiers qu'on vous a distribués. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Nous avons pris ensemble la décision de nous retrouver pour célébrer aujourd'hui le 20e anniversaire de l'existence, de la formation et de la déclaration du Conseil national de l'Arménie occidentale. 20 ans se sont déjà écoulés depuis Chouchi libéré, en Artsakh, des combattants, des intellectuels, des personnes de la société civile ont décidé de se réunir à Chouchi pour déclarer ensemble, le 17 décembre 2004, le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale. Durant cette cérémonie anniversaire, nous allons non seulement vous présenter le contenu de cette déclaration officielle, ici à Genève,
dans cet espace neutre, après l'occupation de Chouchi depuis novembre 2020, par les forces terroristes de Bakou, mais également, nous vous présenterons l'historicité de cette déclaration officielle. Pour votre participation au 20e anniversaire de la déclaration du Conseil national d'Arménie occidentale, je voudrais présenter mes remerciements. Je voudrais présenter mes remerciements à Madame la Présidente, Lydia Margossian. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour avoir pu répondre présent à mon invitation, connaissant votre emploi du temps très chargé. Permettez-moi également de remercier ici présent avec nous Madame Isabelle Falconier, bien entendu, directrice du Club suisse de la presse, qui a bien accepté de nous recevoir. Je voulais particulièrement également remercier Madame la sénatrice Brigitte Devessa, ici présente, Madame la sénatrice des Bouches-du-Rhône, est-ce que vous souhaitez intervenir, dire deux mots après? Oui, 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 je vous en prie. Venez. Merci de me donner la parole, mesdames et messieurs. Je suis très honorée d'être ici à Genève pour participer à ce 20e anniversaire qui est très important en tout cas. Je voulais remercier la présidente Lydia Margossian et évidemment monsieur le président du Parlement de la République, que je ne dise pas de bêtises, président du Conseil national, monsieur Armenak Aprahamian. Je suis particulièrement attachée à la cause arménienne depuis très longtemps. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. J'ai une petite partie de ma famille qui vient d'Arménie. Donc je connais le combat que vous avez mené durant toutes ces années, pendant de nombreuses années. Et donc j'ai besoin aussi de comprendre, parce que je dis toujours que si on ne comprend pas le passé, on ne peut pas savoir où on va. En tous les cas, votre obstination, votre acharnement, je dirais légitime, à vouloir essayer justement de changer les choses, je le partage et j'espère que je pourrai, en tout cas à mon niveau, essayer de bousculer, de faire changer les choses au niveau du Sénat. C'est pas simple. Nous avons au Sénat plusieurs groupes d'amitié, dont le groupe d'amitié France-Arménie. Mais je regrette effectivement qu'on n'aborde pas souvent ces questions de l'Arménie occidentale. Donc je pense qu'il faut savoir être, comment dirais-je, patient. Il va falloir continuer à travailler ensemble et essayer d'expliquer de manière pédagogue, comme un professeur, d'essayer d'expliquer comment les choses se sont faites et où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que c'est important pour l'avenir de l'Arménie et pour l'avenir de l'Europe et de la France. Je crois qu'on est tous concernés et en tous les cas, je l'ai déjà dit à Armena, qui est un ami, et à Lydia aussi, qui est une amie maintenant, et à tous ceux que je côtoie au quotidien, vous pouvez compter évidemment sur mon soutien. Voilà, je voulais vous remercier, je ne serai pas très longue. Merci. Merci infiniment, madame. Donc je voudrais aussi particulièrement remercier M. Vartan Sirmakesh, qui est toujours avec nous. Ici présent également, M. Vartan Kenadjian. Je suis très très heureux qu'il a pu donc avoir un peu de temps à nous consacrer aujourd'hui. Je voudrais remercier le révérend père Goussam Alianian de l'Église apostolique arménienne de Genève et également Madame Nelly Aroutounian, qui est présidente du Parlement d'Arménie occidentale. Madame Aroutounian, Meziedek Nelly Aroutounian. Elle est avec nous? Elle souhaitait dire deux mots. Nelly, Meziedek? Ինձ պետք է թույլ տայիք, որ բացվեր։ Ողջունում եմ բոլորին, հարգելի նախագահ Տիկին Մարկոսյան, հավաքվելով այսօր ևս մեկ անգամ, հաստատում ենք մեր կամքը մասնակցել երկրի կայացմանը, որի սկիզբը դրվեց դարասկզբին։
Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ժողովրդին եւ սրտանց շնորհավորում եմ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին այս մեծ վեհ առիթը պարգևելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Je voudrais aussi remercier Madame Violeta Raza-Rossian, députée et membre du Conseil national de l'Arménie occidentale, ici présente avec nous. Monsieur Simon Daronian, qui est également député et membre du gouvernement d'Arménie occidentale, également présent avec nous. Monsieur Jean-Michel Simonian, député et membre du gouvernement d'Arménie occidentale, ici présent avec nous. Monsieur Arek Pilvankian, qui aurait pu être avec nous, il est également député du Parlement d'Arménie occidentale. Mademoiselle Rena Avedissian, députée du Parlement également d'Arménie occidentale. Donc je voulais remercier aussi particulièrement monsieur Mardiros Shakerji, qui est député donc également de l'Arménie occidentale, ici présent avec nous, et qui va nous présenter ses spécialités tout à l'heure, donc on verrait. Je voudrais aussi particulièrement remercier M. Charles Antosian, consul honoraire de l'Arménie occidentale sur Lyon et sa région, et bien entendu son épouse Staline, ici présente avec nous. M. Arakatanjian, membre du gouvernement d'Arménie occidentale, et son épouse Odile, qui ont bien voulu nous rejoindre aussi. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier également tous les membres du gouvernement de l'Arménie occidentale qui ont bien voulu donc nous rejoindre ou qui nous ont rejoints par l'intermédiaire donc du réseau Zoom que vous connaissez. Alors effectivement, nous avons aussi des journalistes. Je voulais vous remercier de nous accompagner dans cette cérémonie, dans cet anniversaire. Et nous allons vous présenter aujourd'hui, en fait, 2 diaporamas. Le premier diaporama, ça sera un historique sur, en fait, comment s'est constitué l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. C'est ça qui est important. Comment cet État s'est constitué, cet État a été reconnu de quelle façon, c'est très très important, et il faut savoir que, vous le savez bien, en tout cas, sur le plan juridique, les reconnaissances d'un État ne s'effacent pas dans le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gommer facilement, c'est quelque chose qu'on peut entretenir, une reconnaissance d'un État, c'est quelque chose qu'on peut valoriser, qu'on peut renforcer en y participant. Je voudrais aussi particulièrement remercier des représentants autochtones. Et ici présent, Thomas Kondori de l'Indian Council of South American, qui a bien voulu se joindre à nous. Pourquoi je suis content que Thomas est avec nous aujourd'hui? Thomas, il a combattu pour les droits des peuples autochtones depuis plusieurs dizaines d'années et il fait partie aujourd'hui des plus anciens, moi aussi un petit peu quelque part, les plus anciens qui se sont battus dans le cadre de l'ONU, devant les autres États pour pouvoir obtenir en 2007 la déclaration officielle sur les droits des peuples autochtones, qui est la base juridique, même si elle est non contraignante, aujourd'hui des conventions qui sont en train de se mettre en place. Et avec Thomas, on a travaillé sur une convention sur les ressources génétiques des peuples autochtones. Et quand on parle des ressources génétiques, Madame la Présidente soulèvera la question, on parle aussi, bien entendu, du territoire des peuples autochtones. Donc, merci Thomas de nous avoir rejoints. Et merci aussi à nos autres amis autochtones qui nous appuient dans notre combat quotidiennement, les années passant, session par session, pour pouvoir justement rappeler au monde entier que les Arméniens, nous ici présents, nous avons plusieurs milliers d'années d'existence et que ces milliers d'années d'existence, eh bien, nous essayons de les valoriser dans le domaine juridique, sur le plan juridique. Madame la Présidente, je voudrais vous transmettre la parole. Permettez-moi encore de vous remercier. Merci à vous. Eh bien, bonjour à tous. C'est un honneur de vous avoir ensemble aujourd'hui. Tout
tout d'abord, je m'associe bien entendu aux remerciements qui ont été exprimés. Je voudrais également tout particulièrement remercier Madame la directrice du Club suisse de la presse, car cette institution genevoise est majeure sur la scène internationale, car effectivement, c'est la question de la liberté d'opinion ici qui est en jeu. Je voudrais également, parallèlement à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, également adresser mes remerciements au DOCIP, le Centre d'information documentaire pour les peuples autochtones, qui fait un travail colossal d'appui, effectivement, pour le travail, pour la reconnaissance des droits, de leurs droits à l'autodétermination. Alors effectivement, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons ici au Club suisse de la presse. Il y avait un précédent, mais cette année, nous avons un petit changement, car vous avez l'avantage d'avoir tout autour de vous une exposition sur le patrimoine de l'Arménie occidentale. Cela vous permet de vous immerger dans le monde de notre richesse patrimoniale. Et cette exposition, on la doit à Monsieur Samvel Garabedian. Monsieur Samvel Garabedian, donc il faut savoir que c'est un éminent intellectuel arménien qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui a fait un travail de récolte et répertorié l'ensemble des monuments arméniens. Il a photographié des milliers d'édifices, des églises, des sites archéologiques et a parcouru tout le territoire de l'Arménie occidentale. Et tout ceci pour donc les répertorier dans une banque de données qui nous a permis de réaliser cette exposition. Voilà, donc vous pourrez par la suite, donc à l'issue de cette conférence, voir cette exposition où l'on voit, comme je vous l'ai dit, la richesse patrimoniale de l'Arménie occidentale, mais également l'ensemble des destructions qui sont aujourd'hui à l'œuvre de la part de ce qu'on appelle la Turquie, donc qui font soit l'objet d'une destruction pure et simple, soit qui font l'objet d'une appropriation illicite. Alors, quand je parle de l'appropriation illicite, je vous donne un exemple. C'est par exemple la cathédrale d'Ani, qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'une inscription au patrimoine mondial de l'humanité au nom de la Turquie, chose à laquelle, bien entendu, l'Arménie occidentale s'est opposée. Alors, ensemble, nous allons parcourir le fil du temps de l'histoire contemporaine de l'Arménie, pour nous concentrer sur les aspects juridico-historiques de l'Arménie occidentale. Il y a donc juste 20 ans, jour pour jour, le 17 décembre 2004, était actée donc la création du Conseil national de l'Arménie occidentale et de sa déclaration inhérente. Alors, pour comprendre les fondements et la portée de cette déclaration et la création du Conseil national de l'Arménie occidentale, dont les fondateurs furent donc M. Gomidas Danielian et M. Armenag Abrahamian, ici présents, entre autres, il nous faut donc absolument nous replonger dans les éléments historico-juridiques de la nation arménienne. Nous nous définissons comme des Arméniens d'Arménie occidentale. C'est-à-dire que, comme pour tout peuple autochtone, notre identité est inextricablement liée à cette terre originelle. Cette terre, c'est le territoire qui s'étend donc de la mer Noire à la Méditerranée et jusqu'à la mer Caspienne. Et le territoire de la République d'Arménie occidentale se trouve précisément au cœur de ce plateau. Je nommerai des provinces donc, qui vont résonner à l'intérieur de certains d'entre nous dont les origines sont arméniennes. Je veux parler de Yerzerum, je veux parler de Van, de Bitlis, de Harpert, de Tigranakert, de Trébizonde, sans oublier la Cilicie qui se trouve ici, donc plus au
sud, et là, plus au sud du plateau arménien. Alors, notre nation, et vous l'avez évoqué en préambule, c'est une nation autochtone. Une nation autochtone dont l'existence remonte sur ce plateau à plus de 10 000 ans. Dès lors, et j'en viens immédiatement au cœur du sujet, le peuple arménien n'est pas une minorité ethnique en Turquie, mais un peuple autochtone en Arménie occidentale. L'autochtonie est d'ailleurs avérée, reconnue, attestée dans les documents de l'ONU, et nous participons à l'ONU à l'ensemble des mécanismes où il y a des instances dédiées, comme le mécanisme d'experts des peuples autochtones. Alors, il faut savoir que toutes les formations étatiques arméniennes, excepté le royaume arménien de Cilicie, eh bien, se sont trouvées dans les limites géographiques de ce plateau arménien. Le plateau arménien a été le théâtre de nombreuses invasions, des Perses, des Arabes, des Mongols, des Byzantins, mais sans aucune mesure avec la colonisation des Turcs seldjoukides qui sont arrivés sur le plateau au XVe siècle, c'est-à-dire exactement en 1453, donc qui correspond à la période entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. La politique qui a été exécutée là a été implacable à l'encontre des Arméniens. Et c'est un exemple unique dans l'histoire contemporaine. Alors, ce n'est pas pour nous attribuer des superlatifs, mais c'est tout de même une situation où un peuple autochtone a disparu dans une période aussi courte, dont la majeure partie, on va dire, de sa population a disparu dans une période aussi courte. Des pans entiers de la civilisation arménienne a disparu. De nombreux dialectes, de nombreux savoirs traditionnels ont disparu. Eh bien, venons-en maintenant sur les aspects politico-juridiques. Effectivement, la colonisation, ce n'est pas quelque chose de tout à fait très heureux pour une population. Ça s'accompagne d'oppression, ça s'accompagne de discrimination, de racisme. Alors dès lors, dès 1878, avec le traité de San Stefano, qui est un traité qui réglait la paix entre la Turquie et la Russie, eh bien, nous avons eu un article ici, l'article 16, que vous pouvez parcourir. Et dans cet article, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a effectivement une préoccupation liée donc au sort des Arméniens, puisque la question arménienne était en fait relative à la sécurité physique des Arméniens et à la question de l'Arménie occidentale. Et que dit cet article 16 du traité de 1878 ? Il dit qu'il consacre effectivement une attention particulière aux Arméniens, et le territoire est précisément nommé, il s'agit de l'Arménie. Donc nous avons ici une preuve irréfutable dans un document juridique de la nomination d'un territoire. Il s'avère que dans la même année est rédigé, encore à l'issue d'un traité de paix russo-turc en 1878, et toujours dans le cadre des préoccupations du sort des Arméniens et de leur sécurité, le traité de Berlin du 13 juillet donc, 1878, où là, vous voyez qu'il y a une différence dans le vocable qui est utilisé. Le vocable donc, annule la qualification d'Arménie pour caractériser donc, notre territoire, et on ne parle plus que des provinces habitées par les Arméniens. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, la question arménienne, donc encore une fois, je le dis, c'est la question de la sécurité des Arméniens sous colonisation. Eh bien, qu'en est-il du point de vue turc ? Ici, vous avez une citation d'un ministre du sultan Abdülhamid où il est dit « Pour liquider la question arménienne, il faut liquider les Arméniens ».
avait-il tranché. Donc, en 1881, il s'agit du vizir Saïd Pacha, du sultan Abdul Hamid. L'oppression, la discrimination n'en reste pas là. Nous assistons ici au début de la période génocidaire qu'il faut donc acter à partir de 1894 par les premiers massacres hamidiens qui durèrent donc de 1894 à 1896 et qui firent 300 000 victimes. L'intention génocidaire est à nouveau donc présente dans la déclaration du docteur Nazim, un des dirigeants donc, qui confirmait en 1914 « Il est nécessaire que la nation arménienne soit déracinée. Les interventions et les protestations des grandes puissances ne sauraient être que négligeables et s'emporter sur le fait accompli. Cette fois-ci, l'anéantissement des Arméniens sera total. » Rappelons également cette décision secrète des jeunes Turcs, document où il est dit au point 6, que j'ai surligné en rouge, déporter donc les familles de ceux qui auraient réussi à s'échapper et faire en sorte de les couper de tout lien avec leur pays natal. Donc, comme vous le voyez, il y a un certain leitmotiv dans toutes les déclarations des officiels, à partir du gouvernement d'Abdul Hamid jusqu'aux jeunes Turcs, à savoir l'objectif ultime de déracinement et d'extirpation de la nation arménienne de son territoire. Or, nous savons, et c'est un fait qui est attesté, c'est que tout peuple, et là, effectivement, les peuples autochtones le savent bien, tout peuple coupé de sa terre est amené à mourir. Dès lors, la survie de tout peuple, dont le peuple arménien, en tant que peuple autochtone, est conditionnée par la protection de ses biens culturels et intellectuels, ainsi que de ses ressources génétiques. Alors, car on parle de ressources génétiques, il s'agit de la terre, hein, d'où tout émane. Nous avons ici la poursuite des massacres donc, qui se produisent à Adana. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1909, dans l'espace de 2 fois 15 jours, vous avez 30 000 Arméniens qui sont massacrés. Alors, il faut également voir le mode opératoire sur lequel a été fait ce massacre, c'est-à-dire que ça s'est fait au sabre turc nommé le Yatagan, donc particulièrement douloureux, puisque le bout de ce sabre est recourbé. Donc vous imaginez bien ce travail artisanal qui a été fait sur la population, dont 30 000 donc, ont péri. Ainsi, de nombreux massacres ont eu lieu dans toutes les provinces arméniennes et devant les atrocités commises contre les Arméniens, Sazonov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, donc, propose au cabinet allié la publication donc, dans la presse d'une note commune, donc il le propose donc à la France et à l'Angleterre pour stigmatisant donc ce nouvel acte de sauvagerie des autorités turques. Donc on n'en est pas au premier coup d'essai hein, du génocide, puisqu'il s'agit d'un nouvel acte donc, commis donc, à l'encontre de la nation arménienne. Alors l'accueil de la France et de l'Angleterre est favorable, mais il fallut tout de même 1 mois de négociations avant la mise au point d'un texte définitif et la parution dans la grande presse de l'entente de la déclaration collective du 24 mai 1915, dénonçant les nouveaux massacres dans les provinces arméniennes et qu'il tiendrait donc responsables donc les autorités membres du gouvernement turc. Alors, quelle a été la réponse turque? C'est qu'ils ont été d'une extrême insolence et ils ont répondu avec beaucoup de mesures, hein, puisque le gouvernement ottoman a publié un démenti. Et en réalité, la déportation des Arméniens avait déjà commencé et une des pages les plus noires de l'histoire contemporaine de l'humanité était en train de s'écrire. Cependant, il faut savoir qu'il y avait en Arménie occidentale la présence de nombreux corps consulaires, témoins des massacres. Donc le gouvernement ne pouvait plus cacher l'ensemble des crimes qu'ils étaient en train d'opérer.
C'est la raison pour laquelle ils ont émis la loi sur la déportation. Alors, c'était une loi à la faveur de la Première Guerre mondiale qu'ils ont utilisée pour justifier des déplacements de population et pour donc légaliser l'exil des Arméniens et minimiser l'ampleur de la déportation pour, in fine, opérer donc leur destruction finale. C'est ainsi que le peuple arménien autochtone en Arménie occidentale, c'est-à-dire des 7 provinces arméniennes que je viens de vous citer, a fait l'objet donc d'un plan d'extermination qui a fait près de 2 millions de victimes par 3 gouvernements successifs. Le carnage a été tel qu'en 1915, les eaux du fleuve de l'Euphrate, long de 2780 km, ont été rougies par le sang des Arméniens. Le fleuve a charrié pendant 25 jours les cadavres des Arméniens, enchaînés 2 à 2 et dos à dos. Des milliers d'enfants et de femmes ont été jetés dans la mer Noire, et la terre tout entière du plateau arménien a été imbibée du sang des Arméniens. 500 000 Arméniens se sont convertis à l'islam ou ont donc trouvé refuge dans différents pays du monde dont ils ont acquis d'ailleurs les nationalités dont nous sommes. L'Arménie occidentale perd donc une majeure partie de sa population de souche autochtone. Vous voyez ici les points, donc effectivement les images terrifiantes du carnage qui a eu lieu, et les points focaux ici des principaux foyers de déportation, là où étaient implantés les Arméniens. Alors, tout de même, à l'issue de la Première Guerre mondiale, s'ouvre la conférence de la paix. C'est le patriarche d'Etchmiadzin, Kevork V, catéchos de tous les Arméniens, en 1912, qui habilite par une circulaire officielle le président Boros Noubar à participer et à effectuer des négociations diplomatiques ayant pour objectif la constitution d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le clergé arménien avait un rôle prépondérant à l'époque, puisqu'il faisait partie de l'élite intellectuelle de la nation arménienne. Donc, son Excellence Boros Noubar est donc habilité à mener les négociations et il dirige lui-même donc la délégation nationale arménienne, qui est en réalité la première gouvernance de l'Arménie turque, élue donc par la Conférence nationale arménienne à Paris. Donc, il est bien sûr accompagné de l'ensemble de ses conseillers. Et cette délégation donc, nationale arménienne travaillera de concert avec la délégation de la République arménienne du Caucase, parce qu'il faut savoir que le territoire donc, de l'Arménie était morcelé du fait de l'emprise des empires. Et donc, il y avait 2 délégations à l'œuvre à l'époque. Donc, un mémorandum est émis par cette délégation et revendique la reconnaissance d'un État arménien indépendant, formé des territoires de l'Arménie occidentale, composé des provinces de la Cilicie ainsi que de la République arménienne du Caucase. Je vous donnerai une carte tout à l'heure. Eh bien, à l'issue d'une guerre, bien entendu, vous avez un traité qui est signé, parce qu'il faut bien se mettre autour d'une table pour donc négocier les conditions de paix. Et ce traité de paix entre les Alliés et l'Empire ottoman est préparé à la conférence de Londres en février 1920 et finalisé dans le cadre de la conférence de San Remo le 24 avril 1920. Alors, en réponse aux demandes de la délégation arménienne, qui a fait un travail colossal, extraordinaire, les principales puissances alliées ont reconnu le gouvernement de l'État arménien comme gouvernement de fait. Donc c'est simplement une reconnaissance de l'existence du gouvernement. Donc le 19 janvier 1920 est donc la reconnaissance de facto. Et la reconnaissance de facto, qu'est-ce que c'est? En fait, ça décide de la journée d'indépendance d'une nation. Donc les Arméniens doivent savoir que leur journée d'indépendance, c'est le 19 janvier. Les puissances alliées passèrent ensuite de la reconnaissance de fait, donc de facto, à celle de droit. Donc nous avons ici le texte du préambule des conditions de paix, qui est devenu ensuite le préambule du traité de Sèvres. Donc
À la conférence de San Remo, l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale est reconnue de jure le 11 mai 1920, au moment où le Conseil suprême transmet le traité de Sèvres pour signature à la Turquie. Donc il y avait donc toutes les délégations réunies, et bien entendu, la Turquie voit les représentants arméniens siéger donc, parmi les puissances alliées. Nous avons ici également la diapositive concernant la signature elle-même du traité de Sèvres, qui est signé par l'ensemble des puissances le 10 août et qui reconnaît l'État arménien comme libre et indépendant. Alors, le texte même du traité, parce qu'il est intéressant de regarder un petit peu le chapitre arménien et les articles inhérents au chapitre arménien du traité de Sèvres, qui a, je le précise, toujours force en termes juridiques, puisqu'il y a énormément, notamment sur les questions du Moyen-Orient, aujourd'hui, eh bien, le texte de référence, c'est le traité de Sèvres. Et beaucoup d'États, d'ailleurs, à l'ONU, donc fondent leur présence et leur siège à l'ONU sur la base du traité de Sèvres. Donc, ce texte, si vous regardez, donc dans son article 88, eh bien, il ajoute une certitude supplémentaire à cette reconnaissance, puisque l'article 88 de ce dit traité donc, déclare que la Turquie reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Turquie a reconnu l'État arménien d'Arménie occidentale, dont nous sommes l'État continuateur. Donc, ils nous ont reconnus. Vous avez ensuite donc, la frontière wilsonienne. C'est un article majeur donc, également de l'article 89, ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette frontière wilsonienne? Eh bien, le traité de Sèvres a demandé aux parties contractantes d'accepter de soumettre à l'arbitrage du président des États-Unis d'Amérique la question de la frontière à définir entre la Turquie et l'Arménie, chose qui a été faite le 22 novembre 1920, où le président Wilson rend sa sentence arbitrale, c'est-à-dire un acte définitif définissant la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Donc, il faut savoir qu'une sentence arbitrale, c'est un document juridique du plus haut niveau. Vous ne pourrez pas trouver dans le monde un acte juridique de plus haut niveau pour définir la frontière entre deux États. Alors, cet État arménien de 1920, eh bien, oui, il y a eu une longue période d'absence de représentation, de représentativité, parce que conséquente au génocide des Arméniens. Cependant, dans le cadre de notre reconstitution nationale et de notre État, puisque nous sommes en reconstitution nationale, eh bien, nous avons émis un décret. Donc ce décret qui acte la continuité de l'État arménien de 1920, c'est-à-dire que nous sommes les... Qu'est-ce que ça veut dire la continuité? Ça veut dire que nous reprenons le paquet juridique donc obtenu en 1920, et donc nous sommes l'État continuateur à l'inverse d'un État successeur. Alors vous avez là, je vous parlais d'une carte, donc la carte de l'Arménie occidentale. Alors vous avez en pointillé ce qui avait été présenté donc en 1919 lors du congrès de Versailles, donc par rapport aux demandes de la délégation arménienne, et ce qui a été obtenu avec donc la frontière rouge. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici par rapport à la carte, donc vous avez en jaune, la République d'Arménie qui a obtenu donc son indépendance suite au démantèlement de l'Empire soviétique en 1991, indépendance obtenue en 1991. Mais vous avez aussi donc l'Arménie occidentale, donc qui est un État mais sous occupation. Il faut savoir qu'un État peut être tout ou partie occupé. Donc le nôtre est occupé, donc sur sa partie hachurée que vous voyez. Donc la frontière occidentale de l'Arménie, elle est définie par cette frontière wilsonienne dont nous travaillons pour son exéquature. Mais la frontière orientale, c'est-à-dire toute cette partie ici, là,
La frontière orientale n'est pas définie, donc c'est une question ouverte et qui doit être résolue. C'est une question qui doit être posée sur la table. Donc, en référence à l'article 92 du traité de Sèvres, c'est-à-dire que c'est une négociation qui doit avoir lieu de concert, aussi bien avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'État d'Arménie, c'est-à-dire nous-mêmes, l'État d'Arménie occidentale, dont nous sommes l'État continuateur, comme je vous le disais. Voilà, j'en termine maintenant sur une conclusion en disant, voilà, je pense que je suis dans les temps, puisque nous avons commencé avec un petit peu de retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la nation arménienne a obtenu toute une série de reconnaissances juridiques. Ces reconnaissances juridiques sont toujours actuelles. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Azerbaïdjan tente d'éradiquer cet article 92 du traité de Sèvres et d'avancer sur les territoires arméniens, mais de manière non conforme à ce qui a déjà été disposé dans le traité de Sèvres. Il y a donc l'occupation territoriale par la force militaire qui a commencé en 1920, donc par la poursuite du génocide des Arméniens. Cette occupation territoriale s'est poursuivie à partir de 1921 sur la base de traités soviétiques et kémalistes dans le seul but d'essayer de remplacer le traité de Sèvres par des belligérants qui sont en réalité illégitimes, non sujets de droit international, sur la base d'accords et de traités illicites. Alors, à quel traité nous faisons référence? Eh bien, il y a le traité de Moscou, il y a le traité de Kars et il y a le traité d'Angora. En réalité, le génocide des Arméniens n'a jamais cessé. Parce que qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est une population, un territoire et un gouvernement. Donc, pour empêcher l'existence de l'État arménien, d'Arménie occidentale, sur lequel nous sommes un peuple autochtone depuis des millénaires, comme je vous l'ai dit, il s'agit donc d'éradiquer sa population par des génocides, il s'agit d'occuper par la force militaire ce territoire. Or, il s'avère que l'État arménien est un des États les plus anciens du monde, et c'est même attesté dans une des cartes babyloniennes, donc conservées au British Museum, où on voit que l'État arménien qui s'appelait à l'époque Urartu a été l'un des premiers États au monde, et qu'en réalité, l'État arménien que nous sommes avons reconnu d'autres États. Trouvez-vous normal qu'effectivement, l'État arménien n'ait pas son siège aujourd'hui, normalement, comme tous les autres États, au sein du Palais des Nations, dans cette ville de Genève. Donc, le seul but donc, est d'empêcher aux Arméniens d'accéder à leur complète indépendance et de souveraineté, c'est-à-dire la reconstitution de l'État arménien reconnu en 1920. Voilà, donc je m'arrête là pour les aspects juridico-historiques. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le Président du Conseil national sur les développements qui ont eu lieu à la suite. Je vous remercie. Merci, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous allons travailler sur un autre diaporama. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Ces explications sont extrêmement importantes. Elles rappellent un contenu juridique qui doit être pris en compte par l'ensemble de la population arménienne. Alors effectivement, on en est venu, il y a eu une rupture, ce qu'on appelle une absence de représentativité durant plusieurs années, et il s'est passé quelque chose. Alors, oui. Donc il s'est passé quelque chose d'important. Il s'est passé quelque chose d'important, et surtout dans cette région qui est la région de l'Artsakh, c'est-à-dire... Ah, on a du mal à rester sur... Donc, dans cette région de l'Artsakh, on a eu... Donc, on va continuer, c'est pas grave. On a eu un conflit dans les années 90. Et ce conflit, donc, avait pour objectif, justement, pour revenir sur la question du traité de Sèvres, d'empêcher les Arméniens d'appliquer leurs droits.
On a eu un tremblement de terre en 88. On a eu ensuite la guerre contre l'Azerbaïdjan. Donc il faut bien comprendre que l'Arménie occidentale, c'est véritablement un territoire particulier. Donc là, vous voyez, j'appuie une fois, il y a plusieurs diapositives qui passent, c'est pas grave. Donc il faut bien comprendre que l'Arménie occidentale a été reconnue comme État, y compris par les États-Unis. Et donc je vous montre ici des documents qui sont importants et qui montrent que les États-Unis ont reconnu un État sur un espace géographique où la population a subi des massacres, a subi un génocide. Et là, on parle bien de la région de l'Arménie occidentale. Et donc, tout à l'heure, on a bien parlé du traité de Sèvres. Et il faut savoir une chose sur le traité de Sèvres, simplement très rapidement. Il faut savoir que c'est le sultan qui a donné l'ordre, donc c'est un ordre impérial à son vizir de signer le traité de Sèvres. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut bien comprendre que dans la constitution ottomane, le sultan est irresponsable. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais la signature d'un sultan sur aucun traité, ni le traité de Berlin, ni le traité de San Stefano, et bien entendu, ni le traité de Sèvres. Et un traité qui est signé sur ordre impérial, ça s'appelle en français une ratification. Ça veut dire que la Turquie a ratifié, non pas seulement signé, mais elle a également ratifié le traité de Sèvres. C'est une information importante parce que souvent on dit oui, c'est un traité qui n'a pas été signé, mais qui n'a pas été ratifié, mais qui a été seulement signé. Je suis vraiment désolé. La Grèce a également ratifié le traité de Sèvres. Le Royaume d'Italie a également ratifié le traité de Sèvres. Donc, on est là aussi pour combattre contre la falsification. Alors, bien entendu, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du traité de Sèvres, puisque Madame la Présidente a appuyé certains points très importants. Mais il faut bien comprendre que le dossier juridique est complet. Il faut bien comprendre qu'un traité comme le traité de Sèvres est en fait une convention internationale qui permet à l'arbitre, c'est-à-dire au président Woodrow Wilson, de signer sa sentence arbitrale qui délimite une frontière internationale entre la Turquie et le territoire de l'Arménie occidentale. Et je tiens à vous dire que cette frontière-là est la seule frontière internationale existante jusqu'au Japon, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire ex-soviétique, il n'existe aucune frontière internationalement aujourd'hui reconnue, même entre la Russie et l'Azerbaïdjan, la Russie et la Géorgie, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas le fait du démantèlement de l'Union soviétique qui fait que des frontières ont été finalisées ou reconnues. Il y a aussi une chose que vous devez absolument saisir, c'est la différence entre définir une frontière sur le principe des nationalités et définir une frontière sur un principe administratif. Jusqu'à très loin dans le temps, on définissait des frontières sur le principe des nationalités, c'est-à-dire la frontière artificielle, séparée de nations. Le fait de vouloir définir des frontières sur le principe administratif, tel que actuellement c'est en train de se réaliser entre la République d'Arménie orientale et l'Azerbaïdjan, c'est, on va dire, cautionner tous les massacres et tous les génocides qui se sont produits bien avant dans l'histoire. Quand je dis dans l'histoire, c'est durant le dernier siècle. Bien, de toute façon, on va continuer notre combat et on en est arrivé, donc, comme l'a dit Madame la Présidente, à la sentence arbitrale du président Wilson. Et voici donc une Arménie qui normalement est unifiée, qui normalement est intégrale. Eh bien non, c'est une Arménie qui est morcelée entre les forces kémalistes et les forces bolcheviques. Et bien entendu, il faut bien comprendre que la population arménienne, elle n'est pas seulement chrétienne, comme on essaie de nous faire le croire. Il faut bien comprendre que ethniquement, la population arménienne peut être chrétienne, comme elle peut être musulmane, comme elle peut être alévi, comme elle peut être tout simplement laïque. Donc c'est une chose qu'on doit saisir, ça, si on veut comprendre le fonctionnement du Conseil national de l'Arménie occidentale.
On ne s'arrêtera pas à une population, on va dire, de religion chrétienne. On va admettre que tous les enfants d'Arménie occidentale sont les enfants de la nation. Alors bien sûr, processus d'extermination systématique, mais devant donc cette victimisation systématique des Arméniens, quels sont les véritables enjeux pour l'avenir? Les véritables enjeux pour l'avenir, c'est la prise en compte de l'ensemble de la population arménienne. À partir donc de la Syrie, on parle souvent actuellement de la Syrie avec tout ce qui s'est passé, mais il faut bien comprendre qu'en Syrie, il n'y a pas que des Arméniens chrétiens, il y a des Arméniens alaouis, il y a des Arméniens kurdisés, il y a des Arméniens, on va dire, de toute religion pratiquement, ou de toute minorité. On peut retrouver des Arméniens de différentes façons. Il faut bien comprendre aussi que ce qui compte pour nous, c'est de nous affirmer en tant qu'Arméniens. Et à partir du moment où on s'affirme, à partir du moment où on se définit, c'est à ce moment-là qu'on peut préserver notre identité. Si on ne s'affirme pas, si au fond de nous-mêmes, parce qu'un Arménien, pourquoi il s'affirme? Parce qu'il vit au fond de lui-même quelque chose de fort, et c'est cette chose qui est forte, qu'il a au fond de lui-même, qui lui permet donc de l'exprimer. Si on ne s'affirme pas, et bien entendu, on poursuit le plan génocidaire qui a fait que, justement, on se trouve dans cette situation. Donc, pour pouvoir combattre le plan génocidaire, il faut déjà affirmer son identité. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, donc, nous avons réfléchi à la mise en place d'un Conseil national d'Arménie occidentale parce que nous avions participé à la libération de Chouchi en Artsakh. Et ça, c'est fondamental. Il faut bien comprendre que les Arméniens d'Arménie occidentale ont participé à la libération de l'Artsakh de différentes façons avec les Arméniens d'Artsakh. Et c'est suite à cette participation, qui est une participation physique, directe, effective, c'est suite à cette participation que, bien entendu, nous avons bien compris quelle était la situation. La situation, elle est quoi? La situation, elle est que l'Azerbaïdjan veut reproduire, en fait, le traité de Batum, qui a été signé en 1918, le 4 juin 1918. J'essaie de garder la diapositive, j'ai du mal. Ce traité de Batum, vous voyez cette carte-là, cette carte, elle a été trouvée à Karvajar. Lorsqu'on est rentré à Karvajar, on a retrouvé cette carte qui était, bien sûr, affichée dans les maisons donc, des Azéris. Donc, ce programme, j'ai du mal de garder la diapo, ce programme de déplacement et de nettoyage ethnique des Arméniens s'est réalisé. Il s'est réalisé en 2023, en septembre 2023, exactement, c'est-à-dire l'année dernière. Il faut savoir que les enjeux aussi sont importants par rapport à l'Arménie occidentale. Ce que vous voyez là, ici, c'est l'oléoduc et le gazoduc Bakou-Chélan, c'est-à-dire en fait de Bakou jusqu'en Cilicie. Et il faut bien comprendre que ce gazoduc-oléoduc passe sur 1000 km sur l'Arménie occidentale, qui est délimitée par la frontière du président Wilson. Donc on voit bien ici la frontière du président Wilson, on voit bien le passage de l'oléoduc. Donc on peut comprendre la réaction de la Turquie, on peut comprendre la réaction de l'Azerbaïdjan sur le fait qu'il existe une population d'Arménie occidentale et son conseil national. C'est normal, parce que les enjeux, ce sont des enjeux d'ordre stratégique. Donc vous voyez, Bakou-Chélan, c'est donc l'oléoduc et le gazoduc. Comment ils passent? Ils contournent l'Arménie orientale, mais par contre, ils traversent complètement l'Arménie occidentale. Il faut que vous soyez sensibilisés sur ces enjeux qui sont très importants. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des enjeux stratégiques aussi importants, puisque cet oléoduc et gazoduc alimente aujourd'hui l'Europe, que nous allons revenir
sur notre droit à l'autodétermination. Et voilà, donc ici, je voulais vous présenter quelques fondateurs du Conseil national, en particulier Komitas Danelian, Léonidas Kaldian, Vatchaga Ishranian, Samvel Babayan, Melania Balayan et moi-même. Il faut bien comprendre que toutes ces personnalités se sont réunies le 17 décembre 2004 à Chouchi, en particulier chez M. Vatchaga Ishranian, pour déclarer et présenter cette déclaration que je vais vous présenter d'ici peu. Alors, il y a aussi un document que je voulais vous présenter avant de vous présenter la déclaration. Il faut bien comprendre qu'après le génocide, mais après l'obtention de tous ces droits que nous avons obtenus, les États-Unis n'ont pas, le Sénat américain n'a pas accepté de donner mandat au président Wilson pour envoyer des troupes pour protéger ces territoires. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a deux mandats. Il y a le mandat de définition de la sentence arbitrale, de signature, et il y a le deuxième mandat d'envoyer des troupes en Arménie occidentale pour protéger l'Arménie occidentale. Le Sénat américain n'a pas voulu. Le Sénat américain a laissé décider le président Wilson de signer la sentence arbitrale, mais sans la protection des territoires. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la Société des Nations, et ça c'est un document important, il est en face de vous le document. Le 21 septembre, la Société des Nations a adopté une résolution qui donne le droit, qui vous donne le droit de créer un foyer national arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale. C'est un droit. Vous y avez droit. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'appliquer, vous ne pouvez ne pas l'appliquer. Mais pour l'appliquer, il fallait libérer une portion de territoire, la libérer entre l'Arménie occidentale et l'Artsakh, puisque ces deux régions font partie de l'Arménie intégrale. Eh bien, nous avons libéré l'Artsakh et à Chouchi, nous avons déclaré notre droit à l'autodétermination. Et c'est là, c'est un point important. J'ai du mal, hein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déclare officiellement de cette façon son droit à l'autodétermination, il faut que cette déclaration soit conforme aux normes qui sont prises en compte par l'ONU, qui sont prises en compte aussi par le droit international. Et c'est ce que nous avons fait, tout simplement. Et nous avons... J'ai du mal. Donc, le Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale, donc exprimant la volonté unie du peuple arménien en exil, déclare, hein, bon, vous avez la déclaration sur les documents, j'ai du mal à tenir la diapo, déclare le début de processus donc, de reconstitution d'une nation et place la question de la création d'une société démocratique fondée sur donc, le principe de la justice. Donc, voilà les fondements, voilà comment on a commencé cette déclaration, et ensuite, on a eu 13 articles, on a préparé 13 articles de la déclaration pour pouvoir justement présenter le contenu de ce que les Arméniens voulaient conformément au droit international. J'y arriverai pas, hein. C'est pas grave. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut bien comprendre. C'est le premier article, parce que c'est celui qui lit tous les autres articles. L'Arménie dite turque, parce qu'à l'époque, il y avait une Arménie dite russe et il y avait une Arménie dite turque. L'Arménie dite turque est rebaptisée Arménie occidentale, donc officiellement, Hayrenik. L'Arménie occidentale, Hayrenik, aura un drapeau, des armoiries et un hymne national. Donc, à partir de là, nous avons donc l'hymne national, nous l'avons ensemble chanté au début de notre anniversaire. Le drapeau, vous le voyez, il est à mes côtés. Et j'ai vraiment du mal à garder les diapos, hein. Elles partent toutes seules. Et donc, nous avons aussi des armoiries. Les armoiries, vous les voyez, elles sont ici. Donc, si vous voulez, on déclare notre existence, on déclare notre droit à l'autodétermination, on présente en fait
toutes les composantes qui constituent notre structure d'État, jusqu'à, en vérité, vous verrez, la constitution nationale de l'Arménie occidentale. C'est pour ça aussi que j'invite les autres peuples autochtones à mieux comprendre le fonctionnement de l'Arménie occidentale, parce qu'eux-mêmes, ils en auront un jour besoin. Les peuples autochtones qui se transforment ou qui se produisent ou qui se présentent en nation, en tant que nation, auront besoin d'une constitution nationale. On a besoin de textes officiels pour pouvoir asseoir, renforcer notre situation officielle. Il faut bien comprendre qu'il y a différentes formes de souveraineté. Il y a la souveraineté politique, c'est celle qui vous permet de vous exprimer et d'avancer dans vos explications, de renforcer votre idéologie, de la présenter, votre idéologie. Il y a une souveraineté juridique, c'est celle des dossiers, c'est celle des reconnaissances. Cette souveraineté juridique, elle existe encore pour l'Arménie occidentale. Personne ne peut lui enlever en dehors du fait que des Arméniens d'Arménie occidentale. Soit les Arméniens d'Arménie occidentale détruisent eux-mêmes cette souveraineté juridique, comme certains ont déjà essayé de le faire. Soit les Arméniens d'Arménie occidentale protègent cette souveraineté juridique. La souveraineté juridique, c'est votre acte de propriété de votre maison, de votre appartement. Même si demain c'est squatté par d'autres personnes, votre acte, il existe. C'est à vous de le protéger ou de faire valoir vos droits. Bien entendu qu'il y existe aussi une souveraineté économique qui vient permettre de renforcer le fonctionnement de l'État. Et là, c'est un travail qu'on doit mener, c'est un travail d'avenir. Et aujourd'hui, il existe différentes technologies qui permettent aussi de réfléchir et de matérialiser une souveraineté économique. C'est ces souverainetés-là qui donnent la souveraineté ensuite territoriale, c'est-à-dire la protection de son territoire, la protection de la sécurité de sa population. Et on l'a bien vu en Alsar. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, nous avons ensuite, après la déclaration du Conseil national, tout de suite mis en place les mécanismes qui permettent de fonctionner. Et en particulier, donc, le 4 février 2011, nous avons mis en place un gouvernement de l'Arménie occidentale. Et suite au gouvernement, la mise en place du gouvernement de l'Arménie occidentale, gouvernement qui a organisé des élections, et nous avons mis en place un parlement de l'Arménie occidentale conformément à 64 députés élus par la population. C'est-à-dire qu'on vous a donné les moyens directement de participer à l'élection de vos députés. Ce sont donc, on va dire, des grands électeurs qui ensuite, ces grands électeurs, ont voté, ont élu eux-mêmes la présidence de l'Arménie occidentale. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous avons respecté le principe de la déclaration, le principe démocratique. C'est de donner la parole au peuple. Il faut bien que la population arménienne puisse s'auto-affirmer elle-même et lui donner la possibilité de s'exprimer par, bien sûr, des règles démocratiques, des règles de fonctionnement. C'est tout à notre avantage. C'est vraiment, et c'est là on va dire le sens de la démocratie, comment il est important. C'est tout à notre avantage de donner la possibilité à la population arménienne qui, pendant près d'un siècle, n'a pas pu s'exprimer, de participer à des élections ou de se présenter même comme député ou candidat député. C'est-à-dire que pour nous, vous voyez que la démocratie, c'est un outil d'éveil, c'est un outil de fonctionnement, c'est un outil d'éveil de l'identité arménienne. Alors, bien entendu, nous avons plusieurs ministères. Nous avons des ministères qui fonctionnent, comme le ministère de l'Intérieur, puisque nous avons, vous allez voir, nous avons une carte d'identité de l'Arménie occidentale et nous envisageons, bien entendu, de faire un passeport. Nous avons des ministères qui fonctionnent comme l'information, la communication, et puis nous avons des ministères qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnent plus, faute de moyens, faute de budget. Par exemple, pour la sécurité des personnes. C'est pas simple. Nous avons des ministères pour la culture, la protection du patrimoine, puisque nous travaillons, par exemple, avec
Samvel Karapetyan, mais aussi le bureau de Samvel Karapetyan pour protéger le patrimoine arménien, non seulement de l'Arménie occidentale, mais aussi de l'Artsakh. Donc la première chose à faire, c'est de répertorier ce patrimoine, c'est de pouvoir créer des bases de données du patrimoine arménien pour ensuite le protéger. Et c'est ce travail qui a été fait. Ça demande beaucoup de moyens, mais il a été fait. Rien qu'en Arménie occidentale, l'équipe a traversé plus de 6000 villages. On n'imagine pas, en fait, on imagine mal le potentiel du patrimoine de l'Arménie occidentale. On parle d'un État de plusieurs dizaines de milliers d'années d'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un État qui a un patrimoine à partir même des temples avant le christianisme. Sur ces temples se sont construites des églises et sur ces églises aujourd'hui se construisent des mosquées. Vous imaginez, il faut accepter que toutes ces constructions fassent partie de notre patrimoine. Ça, il faut l'accepter, y compris les mosquées aujourd'hui, qui sont construites sur les églises. Je suis déjà rentré dans des mosquées et on voit à l'intérieur de la mosquée toute la construction de l'église. Et on sait très bien, nous, particulièrement, que cette église a été construite sur un ancien temple arménien. Eshmiadzin est construite sur un ancien temple de Mij. C'est extraordinaire. Et là, on parle de la capitale religieuse de l'Arménie. Extraordinaire. Et là, on voit par exemple l'influence aussi, l'influence spirituelle des Arméniens, à travers, bien entendu, la foi de l'Église, mais pas seulement, à travers Anaïde, à travers pas seulement la foi de l'Église, mais aussi la foi de la lumière. Il faut bien comprendre que les anciennes traditions arméniennes adoraient la lumière. Et cette lumière, on la retrouve aussi dans le christianisme aujourd'hui. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, le christianisme arménien s'est beaucoup inspiré sur les anciennes traditions arméniennes, sur les anciennes croyances. Et c'est ça qui est magnifique, et c'est ça qui renforce la culture de l'Église actuelle. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se limiter seulement au niveau de l'Arménie occidentale, au niveau du christianisme, puisque nous savons très bien que nous avons une quantité importante de compatriotes qui sont musulmans ou arévis, c'est-à-dire adorateurs du soleil. Donc vous comprenez, si l'Arménie occidentale se bloque sur les problèmes de religion, on s'enferme et on n'arrivera pas à s'exprimer et on n'arrivera pas non plus à réunir nos compatriotes. Si on veut réunir notre terre, il faut réunir notre population. Et notre population, ça peut aller très loin. Vous savez que, par exemple, dans la région d'Erzur, on parle souvent de Erzur actuellement, vous avez donc une tribu arabo-arménienne qui s'appelle les Bakara. Donc, ils viennent de l'époque de Bagradouni. Ils sont 1 million du côté syrien et ils sont 1 million du côté irakien. Donc, est-ce que les Bagara sont les fils de la nation? Eh bien, nous, l'Arménie occidentale, nous disons les Bagara sont les fils de la nation. Nous disons les Alevis sont les fils de la nation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter, on va accepter toute notre population. Vous voyez là, on voit l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches, en fait, c'est parce que chaque déesse, ancienne déesse ou dieu arménien correspond à un chakra. L'étoile à 6 branches correspond au chakra du cœur, et ça correspond au symbole d'Anaïde. Et Anaïde, c'est le cœur que vous avez au fond de vous-même. C'est votre cœur à vous. Tout simplement. Ça, c'est les anciennes traditions arméniennes. Les traditions arméniennes se basaient sur l'énergie. Et bien entendu, donc ça c'est une explication sur ces traditions. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on voit le drapeau de l'Arménie occidentale,
on voit ces anciennes traditions arméniennes. Ce n'est pas un drapeau tricolore, c'est un drapeau qui doit réunir tout le monde. Et pour réunir tout le monde, on s'est basé donc sur l'existence de ce drapeau, l'existence des symboles du drapeau. Et on retrouve ce drapeau-là avec le soleil infini au cœur. En fait, le soleil infini, c'est la vie que vous avez au fond de vous-même. C'est votre vie à vous, ce soleil infini. C'est votre drapeau, à vous tous, arméniens ou non arméniens. Et vous avez ici ce soleil infini, cette énergie qui est au cœur donc d'une étoile à 8 branches, qui correspond donc à un dieu qui s'appelle Aramaz de chez nous et qui rayonne sur l'ensemble de l'Arménie. C'est-à-dire, en fait, à la couleur bleue, c'est l'Arménie. Donc, il faut bien comprendre que notre drapeau n'est pas basé sur des problèmes de caractéristiques politiques ou partisanes. C'est un drapeau culturel. C'est un drapeau qui doit vous donner de l'énergie à chacun d'entre vous. Et ce drapeau, ce symbole, je vais avoir du mal encore, et le symbole de ce drapeau, on le retrouve sur la forteresse de Dikranagert. J'arrive pas à garder la diapo. Et cette forteresse de Dikranagert, vous voyez, on retrouve sur la pierre ce symbole. Et donc, nous avons fait quoi, en fait? Nous avons continué. Nous sommes des continuateurs. Donc, nous avons continué à valoriser, à mettre en valeur ces symboles arméniens qui sont très profonds. Alors, tous les Arméniens ne les connaissent pas non plus, ces symboles. Ils existent bien avant tout fonctionnement politique actuel, contemporain. Mais c'est aussi aux Arméniens de bien comprendre l'existence de ces symboles. Et nous avons donc produit notre carte d'identité d'Arménie occidentale. J'invite tous les peuples et nations autochtones à produire leur carte d'identité. C'est important. C'est le lien entre vous et vos racines, entre vous et vos parents. Et c'est un lien qui doit se perpétuer à travers le temps et qui rappelle en fait ce lien entre vous et vos territoires. Alors effectivement, nous avons mis en place une constitution nationale de l'Arménie occidentale. Ici, j'affiche les points particuliers, c'est écrit en petit, de cette constitution. Cette constitution, vous pouvez la voir à travers le document, le dossier que nous vous avons préparé. Il faut bien comprendre que c'est une constitution qui a été mûrement réfléchie. Il a fallu près de 2 ans et demi de travail pour pouvoir ensuite produire cette constitution. Elle est particulière parce qu'elle intègre la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, Thomas. C'est une constitution qui valorise nos racines. Et c'est vrai que toutes les nations n'ont pas cette capacité, n'ont pas la possibilité d'intégrer au sein de leur constitution, par exemple, la déclaration, parce qu'elle n'est pas contraignante pour le moment. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays sont obligés d'intégrer les conventions internationales qui sont issues de cette déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc vous voyez que de toute façon, il y a un processus qui est en train de se mettre en place à travers tous les États, les 197 États sur Terre. Nous avons donc, comme vous le voyez, plusieurs chapitres, jusqu'à 12 chapitres, où nous avons aussi également repris les bases constitutionnelles des autres États, comme par exemple le chapitre 2 sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales et les responsabilités. Alors, cette carte, vous l'avez déjà vue, effectivement, c'est la carte qui présente l'Arménie qui a été revendiquée par Boros Nouvaj. Il faut bien comprendre que lorsque l'Arménie a été reconnue de facto, le 19 janvier 1920, c'est cette Arménie-là qui a été reconnue de facto, sans frontières.
Et ensuite, donc, il y a eu une séparation, un démantèlement de notre territoire par les bolcheviks et les kémalistes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Arménie occidentale aujourd'hui n'approuve pas les démantèlements de son territorial. Les démantèlements de son territoire ne sont pas pris en compte par l'Arménie occidentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous accepter le fait que les soviétiques ont décidé de démanteler notre pays, et à partir du fait qu'ils ont démantelé notre pays, ils ont constitué une Arménie dite soviétique. Et c'est dans ce sens-là que nous participons à toutes les instances de l'ONU. Que ce soit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que ce soit le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, ou que ce soit même, et bien entendu, le Conseil des droits de l'homme, nous travaillons pour que justement on se présente en tant qu'Arménie occidentale, que les membres de l'ONU, les États membres de l'ONU se rappellent qu'il existe une Arménie occidentale et qu'il existe une population d'Arménie occidentale. Et pour finir, si on en vient à la question de l'Azerbaïdjan actuellement, il faut bien comprendre que l'Azerbaïdjan a pris la décision de nettoyer ethniquement les Arméniens, la population arménienne d'Artsakh. C'est une décision qui a été prise et actuellement, l'Azerbaïdjan a pris la décision de détruire tout le patrimoine de l'Artsakh, de la région du Karabakh, nous on appelle Artsakh. Donc il faut bien comprendre que nous devons, nous, intervenir. Et comment nous pouvons intervenir? Nous pouvons intervenir, vous voyez, je vous montre des photos qui sont horribles, effectivement, et nous pouvons intervenir en portant plainte. Et donc nous avons pris la décision, alors j'essaie de maintenir la diapo, c'est difficile, nous avons pris la décision de porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Azerbaïdjan, nous, l'Arménie occidentale. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations d'Artsakh nous donnent mandat officiel pour que nous puissions, pour elles, pour chaque famille, porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. D'habitude, la Cour européenne des droits de l'homme ne prend pas en compte une plainte directe. Ça aussi, il faut bien le comprendre. La Cour européenne des droits de l'homme, en fait, c'est une cour qui prend en fait des dossiers qui ont déjà passé par des cours intérieures, par différentes cours, et donc la personne a perdu son procès, et comme la personne a perdu son procès, elle s'adresse en finalité, in fine, à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons directement porté plainte à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a accepté notre plainte. C'est important, puisque si elle l'a accepté, elle va traiter cette plainte, et on va avoir une sentence par rapport à tous les crimes qui ont été subis par les populations arméniennes. Donc, si vous voulez, c'est ça l'actualité. C'est notre actualité, c'est-à-dire d'essayer aujourd'hui, après avoir travaillé sur l'existence, d'exister, d'essayer de travailler sur les questions d'ordre juridique. C'est-à-dire de donner la possibilité à un juge de se positionner par rapport au génocide des Arméniens, de se positionner par rapport au nettoyage ethnique des Arméniens d'Artsakh. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un travail, effectivement, de longue haleine. Mais ce travail-là, absolument, il doit se faire. Il faut absolument que la justice internationale puisse émettre aujourd'hui des sentences par rapport à la situation des Arméniens d'Arménie occidentale. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien, et là, vous voyez très bien ce qui s'est passé en Syrie. On voit très bien qu'on est à deux doigts d'avoir encore des massacres. On voit très bien ce qui se passe à Gaza, où les populations palestiniennes, je parle des populations civiles, je ne parle pas des militaires du Hamas, les populations civiles subissent des nettoyages ethniques.
Donc, si vous voulez, on doit absolument faire intervenir la justice internationale. Il faut laisser des traces. Il faut que les criminels répondent de leurs crimes. Si les criminels ne répondent pas de leurs crimes, ça signifie qu'il n'y a plus de droit international. S'il n'y a plus de droit international, ça signifie que nous rentrons dans l'ère de la barbarie. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que nous voulons revenir sur cette situation-là? C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait par nos ancêtres et par nos pères depuis des dizaines et des dizaines d'années, on mettrait tout ça à la poubelle? Travaillons ensemble. Je suis très heureux de vous accueillir aussi, Monsieur Pérez. Très, très heureux. Travaillons ensemble, travaillons avec les autres populations autochtones pour pouvoir défendre nos droits. Quand on parle des populations autochtones, on parle de, si je ne me trompe pas, 430 millions de personnes. Donc, vous voyez que les Arméniens ne sont pas isolés. Et les Arméniens d'Arménie occidentale ne sont pas isolés. C'est-à-dire qu'on travaille avec diverses populations. Et vous savez ce qui est très extraordinaire, c'est qu'avec 430 millions de personnes, on a le même fil conducteur. On a les mêmes besoins, on a les mêmes problèmes à régler. Donc, vous voyez que les Arméniens ne sont pas isolés, les populations autochtones ne sont pas isolées, et les États, aujourd'hui, doivent tenir compte de cette influence, de cette force que représentent aujourd'hui les nations autochtones, qui ont le droit, officiellement, de s'autodéterminer. Et le droit de s'autodéterminer, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de se prendre en charge, ça signifie de former un parlement, c'est-à-dire de mettre en place des structures internes pour pouvoir préserver et pérenniser leurs droits sur l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai essayé de respecter les délais. Madame la Présidente, je vous invite à me rejoindre. Et si vous avez des questions à nous poser, on ouvre le débat, si vous voulez bien. Oui, on ouvre le débat. On a commencé un peu tard. Absolument. Madame la directrice. Simplement pour dire qu'un micro circule, levez juste la main et puis je vous l'amène pour vos questions, vos remarques. Merci pour ce bel exposé. Ça nous permet, enfin en tous les cas, ça me permet de comprendre et d'avancer sur je dirais la compréhension et la complexité quand même de l'Arménie occidentale. Alors moi j'avais une question toute simple. S'agissant des Arméniens de France, qu'en est-il? Est-ce qu'ils sont solidaires? Est-ce qu'ils entendent effectivement la problématique de l'Arménie occidentale? Comment réagissent-ils? Et est-ce que vous arrivez en tous les cas à ramener autour de vous cette population qui est non pas isolée puisqu'elle est en France, mais qui finalement reste régulièrement sur la journée du mois d'avril, le 24 avril, avec une commémoration qui se fait chaque année suite au génocide arménien. Voilà. Je voudrais essayer de comprendre quelle relation vous avez avec cette population en tout cas. Merci. Merci. Il est vrai que la population arménienne en exil l'est depuis maintenant, depuis plus de 100 ans, et sont répartis à travers beaucoup de pays du monde. Alors, cet impératif de reconstitution nationale, effectivement, doit être connu des populations arméniennes. Alors, il y a aujourd'hui le phénomène, ce qu'on appelle effectivement d'assimilation. Donc, c'est un vrai processus, à l'image de ce que disait Tsvetan Todorov, un célèbre écrivain bulgare. C'est un processus de réacculturation
à laquelle il faut procéder, c'est-à-dire se réapproprier au final tous ces savoirs qui sont en train de se déliter, puisqu'il devient de plus en plus problématique pour les Arméniens de vivre en tant qu'Arméniens d'Arménie occidentale, c'est-à-dire de perpétuer une langue, de perpétuer des savoirs, de perpétuer des expressions. Donc c'est tout le sens de notre participation à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, où nous faisons un travail d'information justement pour faire revenir à l'esprit cette conscientisation de l'impérieuse nécessité de notre droit à l'existence lorsque nous voyons, bien entendu, ce qu'on appelle la Turquie et l'Azerbaïdjan effectuer des appropriations illicites de tout notre patrimoine. Donc, on avait une photo de Nemrut il n'y a pas si longtemps. Je voyais circuler sur les bus des transports publics genevois le patrimoine de Nemrut comme étant un site touristique turc, effectivement. Donc c'est là tout le sens de notre travail. Donc un travail que nous valorisons afin de conscientiser nos populations, puisque nous sommes dans un compte à rebours où depuis maintenant plus de 100 ans, notre population s'assimile et la Turquie et l'Azerbaïdjan comptent sur ce temps pour évidemment anéantir in fine ce qu'on appelle le génocide blanc, nos populations. Donc il y a un vrai travail et notre corps consulaire est d'ailleurs présent ici précis, donc sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, et qui fait un vrai travail d'information. Nous effectuons des informations. Nous sommes de plus en plus reçus aussi bien par les institutions françaises, aussi dans le cadre de l'Association des anciens combattants, de tous ces fils d'Arménie qui sont tombés lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là encore, finalement, nous sommes le point focal du rassemblement de la population arménienne d'Arménie occidentale, non seulement en France, mais de par le monde. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait petit à petit. Bien sûr, il y a des forces sous-tendues qui sont là pour nous empêcher, bien entendu, de travailler, mais on voit bien que nous avions raison dans le contenu de ce que nous avons fait. Nous avions raison dans notre processus de reconstitution nationale. Nous avons raison de continuer à affirmer notre droit à l'autodétermination par la création du Conseil national, de l'État continuateur et de ce mécanisme très important de reconstitution qu'est la carte d'identité. Donc c'est un processus à l'œuvre qui prend du temps, bien entendu, parce que les phases génocidaires continuent. Il faut savoir que même en Arménie occidentale aujourd'hui, nous n'en sommes pas toujours au courant, mais il y a des poches de destruction où des villages d'Arméniens sont encore incendiés. Donc ce sont des choses, un processus génocidaire qui est toujours à l'œuvre. Donc nous sommes là au front justement pour reconstituer notre nation. Je vous remercie, Madame la sénatrice, pour votre question. Si je peux rajouter un petit mot seulement. Il faut bien comprendre que les Arméniens en France, leur culture, c'est la culture de l'Arménie occidentale. Leur langue, c'est aussi la langue arménienne d'Arménie occidentale. Donc, quelque part, il y a au fond d'eux-mêmes un petit déni. Un petit déni de leurs origines, un petit déni, parce qu'en fait, ils vivent sans la culture de l'Arménie occidentale, eux-mêmes ne pourraient pas faire avancer leur identité arménienne. Donc, c'est à nous de travailler sur ce déni, d'une prise de conscience de la population, sur une prise de conscience de la population. Merci. Une autre question ou remarque ? Je pense que les discussions iront bon train plus tard autour du buffet. Est-ce que vous voulez prendre la suite et la fin de l'événement ? Simplement pour finaliser, il faut bien... tu veux dire quelque chose ? Oui. Voilà. Bon, parce que je vois que personne pose de questions. J'ai une question. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions démographiques de votre peuple à l'intérieur du territoire occupé ? Tout à fait. C'est ça. Merci. Alors, vraiment, je voudrais vous remercier pour cette question, parce que c'est vrai qu'elle est liée à cette conscientisation de l'identité. Il faut savoir que démographiquement,
sur notre territoire, actuellement occupé, qu'on appelle l'Arménie occidentale, on a plus de 10 millions d'Arméniens. Donc, on a un travail à faire, et c'est un travail que toutes les populations autochtones subissent. On a un travail à faire pour préserver et diffuser notre identité. C'est un travail pédagogique, on l'entreprend, c'est pour ça qu'on a même, et là il faut que vous le sachiez, on a des députés en Arménie occidentale, sur place, qui continuent ce travail. Il faut bien comprendre que chez nous, vous avez des zones, vous avez des régions où véritablement l'islam est très important, hein, et les populations ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas, sont sous pression. Mais vous avez aussi des régions qui sont beaucoup plus libres, un petit peu plus libres. Je ne vais pas citer des noms précis pour éviter certaines choses, mais donc, dans les régions qui sont un peu plus libres, il y a une certaine forme d'émancipation, et c'est vrai que les populations qui y vivent, en s'émancipant, reviennent sur l'identité arménienne. Dans des régions où l'islam est très fort, c'est vrai que pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, si vous voulez, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut, bien entendu, s'assimiler ou s'intégrer, mais aussi on peut revenir sur l'identité arménienne. C'est-à-dire que être arménien, c'est quelque chose qui peut se perdre, c'est quelque chose qui peut se reconstruire. C'est à nous de faire le travail. Merci pour cette question. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame. Déjà, merci beaucoup pour le travail pédagogique et de vulgarisation que vous menez. J'ai une petite remarque, plus qu'une question. Nous parlons d'identité. Au sujet des jeunes Turcs, est-il possible d'évoquer l'origine des Dönme, par exemple, et de Sabata Itzfe, par exemple? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette question, parce que c'est aussi une question un peu d'actualité. Quand on parle des jeunes Turcs, quand on parle des Dönme, il faut bien comprendre qu'à une certaine époque, dans les années, on va dire 1890, vous aviez les jeunes Bulgares, vous aviez les jeunes Turcs, vous aviez... Donc, c'était cette jeunesse qui apparaissait dans l'Empire ottoman. Il faut bien comprendre que cette jeunesse était liée à des loges maçonniques, par exemple la loge de Thessalonique, qui formait en fait cette jeunesse. Et il faut bien comprendre que ces loges ont été formées par des populations juives qui ont quitté l'Espagne bien avant, parce qu'ils ont quitté donc le joug du trône espagnol de l'époque, et elles se sont réfugiées en Grèce, mais à l'époque c'était l'Empire ottoman. Et elles ont formé ces loges, et ces loges donc ont préparé les jeunesses, d'où la formation des jeunes Turcs. Donc quand on parle de Dönme, on parle de populations juives converties à l'islam. Et ces populations juives converties à l'islam, donc dans ces populations juives converties à l'islam, vous avez des personnalités extrémistes, comme Talat Pacha, Enver Pacha, etc., qui ont réfléchi sur non seulement le génocide des Arméniens, mais la convoitise des biens des Arméniens. Parce qu'en vérité, même un génocide, ça se paye. Il faut les moyens. Et à l'époque, l'Empire ottoman avait pris des crédits avec l'Occident. Il faudrait bien un jour rembourser ces crédits. Et ces crédits ont été remboursés sur le bien convoité des Arméniens. Donc, on peut en parler, on doit en parler. Il y a des études qui ont été faites. Je peux prendre par exemple le travail d'un historien, M. Bellerian, qui a fait sur les archives françaises, qui a fait un travail remarquable,
qui explique d'où viennent les jeunes Turcs. Merci beaucoup. Son livre donc est publié donc aux éditions de la Sorbonne. Il fut un des grands historiens, M. Arthur Beleriand, connaisseur donc de l'histoire arménienne, et il a consacré sa vie dans les archives des bibliothèques du monde. Et il faut savoir que c'était un fin connaisseur de la question arménienne. Donc c'est un livre publié aux éditions de la Sorbonne, auquel je vous réfère, donc sur les grandes puissances et l'Arménie. Voilà, je vous remercie. Ok, je vous laisse clôturer cette partie. Pour pouvoir clôturer notre anniversaire, je vais faire appel au révérend Père qui va, avec lesquels on va prier le Haïr Mej, notre Père, et ensuite je vous inviterai à une petite dégustation amicale. On va le faire tous ensemble. Egek Nermod. Asteren. Asteren yerking. Ayo, ayo. Je vous invite donc à vous lever. Նախքան հայրմերը ես կուզեմ իմ նույնպես շնորհակալություն հայտնել քնահանդանքը ձեր բոլոր գդարած աշխատանքներուն համար բահբանելու եւ չմոռնալու եւ դեր կանգնելու մեր պատրիոմանին, մեր ժառանգությանց, որուն զավակները մեկի ես եմ եւ անդեղ ծնած շնորհակալություն կուզեք թարգմանել ինչսի. Alors, il salue le travail du Conseil national d'Arménie occidentale et du gouvernement de l'Arménie occidentale, parce qu'effectivement, c'est un travail de défense du patrimoine, de sa richesse patrimoniale, et de tout notre héritage, et surtout de notre volonté à exister en tant que nous-mêmes, en tant qu'Arméniens d'Arménie occidentale, et préserver nos savoirs, nos traditions. Et je suis effectivement l'enfant de cette terre. Je suis née là-bas, en Arménie occidentale même. C'est ma terre natale. C'est un futur citoyen de l'Arménie occidentale. En nom du Père, en du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En nom Hor, Yevortvo, Yevokvin Serpo. Amen. Hairmer, sur pieritsi anun ko yegese arkayutun ko yeritsin gamko vorbes ergins yep Zatzmer hanabazor durmes aysor tomes özbardismer vorbes yevmek toğuk merots bardabanats yebidanir zmezi ortsutun ayl ergya Զիքոյակայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամենի